Bonjour, ravi de vous accueillir dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir un artiste, ou plutôt un créateur, je crois qu'il préfère ce mot, un créateur protéiforme. Il est à la fois scénographe, réalisateur, peintre et surtout, on le connaît surtout pour ça, dessinateur et scénariste de BD contemporaine dans un univers très particulier, un peu sombre. Vous l'avez déjà peut-être reconnu si je vous dis Monstre, Bug ou encore Coup de sang, Nicopole. Je suis sûre que vous l'avez reconnu. Enki Bilal est notre invité. Bonjour Enki Bilal. Bonjour. Très honoré de vous recevoir. Merci. Pour la première fois dans Lumière intérieure sur KTO. Alors je le disais, vous êtes... ça vous convient ça, le titre de créateur? Oui, créateur, auteur, artiste, oui. Vrai, mais en même temps, c'est le même, on va dire, c'est le même cerveau, c'est le même thème qui sont développés. Alors c'est vrai que c'est souvent des rencontres qui m'ont amené à me diversifier, mais il y a au départ quelqu'un qui a une envie d'exprimer ce qu'il ressent de la vie et du monde en marche. Voilà, je fais partie de ceux qui sont en marche dans ce monde, forcément. Du monde en marche qui marche de plus en plus vite. Oui, mais pas forcément dans le bon sens. C'est ce qui exprime votre œuvre, on en reparlera, ça pas forcément dans le bon sens. Souvent, vous qualifiez d'artiste de science-fiction. Vous dites vous-même que c'est plus vraiment de la science-fiction, on est dedans. On est dedans, oui. Alors la science-fiction, maintenant, il y a un décalage. Maintenant, la science-fiction, c'est peut-être ce qui se passe sur d'autres planètes, ce qui va se passer ailleurs, dans l'univers. L'univers me fascine grandement, c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup, mais science, fiction, tout ça, ça fait partie de notre vie maintenant. Et la fiction, on est en train de la vivre. Celle d'il y a 10, 15 ou 50 ans, on est en train de la vivre. Donc voilà, on peut toujours parler de science-fiction aussi, évidemment, ça peut toujours être l'après, mais on est dans des vraies confrontations avec des choses que des artistes, des auteurs ont imaginées en d'autres temps, lointains, et dont on disait c'est absurde. Ça ne pourra jamais exister, mais si ça existe, on est dedans. En tout cas, en ce moment, vous vous confrontez aussi à des génies, d'autres artistes qui ont existé. Je pense à une œuvre dernièrement, c'est Nu avec Picasso, puisque oui, vous étiez, vous avez écrit un livre, parce qu'on vous voit maintenant aussi plus dans l'écriture, on en reparlera, en restant toute une nuit au musée Picasso. Et puis désormais, c'est l'œuvre qu'on va présenter, qui est juste à côté de vous, qui vient de paraître, c'est Shakespeare Bilal, une rencontre des éditions Marie Barbier. Et là, c'est parce que vous avez revisité le fameux thème, cette pièce iconique de Roméo et Juliette. Vous en avez fait une œuvre en 2011, c'était Julia et Rome. Vous avez même travaillé sur un ballet là-dessus, sur les costumes. On le voit d'ailleurs dans ce très bel ouvrage. Pourquoi Shakespeare Bilal particulièrement ? Alors c'est un livre d'éditrice. Mais on est venu vous chercher spécifiquement là-dessus. En fait, c'est une démarche très intéressante, c'est de mettre en face à face un créateur d'aujourd'hui avec une œuvre importante du passé et un auteur important du passé. Et donc effectivement, moi, ayant croisé le chemin de Shakespeare dans l'ouvrage que vous avez cité, Julia et Rome, et puis peut-être avant, effectivement, aussi dans une chorégraphie. En fait, c'est un accident, d'une certaine façon. Moi, j'étais dans une thématique, mais pour moi, l'art, c'est de l'accident. Voilà. Donc, l'homme est un accident, c'est peut-être aussi une œuvre d'art. On ne sait pas créée par qui, donc ça, on est dans des thématiques plus spirituelles. Mais en tout cas, l'idée, c'était que j'avais besoin de raconter une histoire d'amour pour montrer simplement la fragilité des humains qui ont survécu à un coup de sang. Ça, c'est la thématique générale de la série dans laquelle ça s'inscrit. Alors là, cette histoire d'amour, je me dis, il fallait quelque chose pour mettre à l'épreuve, parce qu'il y a une mise à l'épreuve par la planète, qui est comme un être vivant, et qui met à l'épreuve les survivants, en leur disant, voilà, on ne leur dit pas, mais si vous vous en sortez, c'est-à-dire si vous avez une mémoire, si vous gardez quelque chose, des traces de la culture de l'humanité, si vous êtes dans quelque chose de positif, vous pouvez vous en sortir. Et alors donc, l'histoire d'amour, je voulais une histoire d'amour qui soit dangereuse, qui prête à qui finisse mal, finalement. Et qui finisse mal. Il n'y en a qu'une. Enfin, la plus importante, la plus grande. Il y a Tristan et Iseut, etc. Mais tout ça, c'est la même. C'est Roméo et Juliette. Et là, c'est une évidence, parce que comme j'ai croisé le chemin de Shakespeare à l'occasion de mes expériences précédentes, donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion, et c'était un grand plaisir de se dire,
Je vais essayer d'embarquer, parce que les personnages ne sont pas conscients, ils sont inconscients du fait qu'ils vont se retrouver dans la tragédie elle-même. Et donc, c'est une idée de manipuler le lecteur et en même temps d'essayer, alors ça c'était ça le truc le plus important, d'essayer de trouver un happy end. Alors, un happy end, Roméo et Juliette, je pense que ça n'a jamais été fait, ou ça a peut-être déjà été fait, je n'en sais rien, mais en tout cas, moi j'ai vraiment eu le plaisir de me dire, voilà, je vais essayer de sauver les deux amants in extremis, pour que le drame inéluctable, tout le monde connaît le processus un peu qui s'enclenche à un moment. Et voilà, donc en fait c'est un livre, alors je suis très heureux que Marie Barbier m'ait proposé ça, parce que c'est un livre que j'ai aimé vraiment profondément réaliser. Voilà, c'était un vrai plaisir. C'est une mécanique qu'il fallait essayer d'inventer tout en suivant la mécanique originelle, celle de Shakespeare. Et puis voilà, il y a cette idée de happy end. Donc c'est un vrai plaisir de revisiter, parce qu'en général, comme la plupart des auteurs, je ne relis pas mes œuvres du passé. Et je pense que je ne regarde pas mes films, je ne regarde pas assez, ça me paraît normal. Et là, pour ce livre-là, pour pouvoir répondre aux questions de Marie Barbier, il a bien fallu que je le relise. Voilà. Un détournement de l'œuvre de Shakespeare. C'était votre œuvre préférée, Roméo et Juliette? De Shakespeare? Ce qu'il a fait, oui, de Shakespeare. Parce qu'on aurait pu vous trouver c'est aussi dans Hamlet ou ailleurs. Oui. Hamlet, Othello, ouais. Macbeth, oui. J'avais à un moment donné eu envie de l'adapter. Mais oui, je peux dire que c'est celle que je connais le mieux, puisque je l'ai rencontrée en fait la première fois, peut-être au lycée, dans une pièce où je devais tenir un petit rôle d'hallebardier. Je n'étais pas forcément attiré par la comédie, mais en tout cas, j'ai croisé à ce moment-là Shakespeare, et puis je l'ai recroisé vraiment pour la première fois de manière très intense avec Angelin Préjocage pour le ballet, L'Opéra de Lyon. L'Opéra de Lyon. Ça, c'était dans les années 90. C'était avant, en fait, votre œuvre écrite. Oui, bien avant. C'est ça. Et donc, vous avez fait la scénographie, les costumes. Les costumes, et puis deux versions, parce qu'il a repris le spectacle, mais une version modifiée avec sa propre troupe une dizaine d'années plus tard. Donc c'est une belle aventure à la fois humaine, amicale, parce qu'on vient un peu des mêmes régions. Angelin Préjocage, on vient des Balkans tous les deux. Sans entrer dans le détail, on est bien des Balkans. Et c'est en plus une œuvre qui a été créée au moment où précisément le monde communiste avait éclaté, 89, et où le pays de nos origines, où les Balkans étaient vraiment en pleine effervescence, voire en pleine implosion avec la guerre, l'éclatement de la Yougoslavie. Donc c'est vraiment quelque chose qui avait du sens en plus, parce que tout le monde peut penser en regardant ce ballet à ce moment-là que l'un est serbe, l'autre croate ou musulmane ou voilà. Donc on est dans quelque chose de... Et en plus, il y avait quand même, c'est une pièce qui a tourné beaucoup dans le monde, hein, et on a eu l'occasion de la présenter. J'étais là à Jérusalem, et Shimon Peres avait assisté à cette représentation à Jérusalem, et c'était impressionnant. Parce que là aussi, on se disait, et si Roméo était palestinien et Juliette israélienne. Enfin bon, voilà, tout ça, ça résonnait déjà beaucoup. Une pièce qui donne du sens. Dans l'histoire. On parlait de Picasso un peu avant, Shakespeare. Il y a d'autres génies comme ça que vous souhaiteriez aborder par d'autres biais, parce que votre art évolue. Là, c'est vraiment des livres qui ont été faits, c'est des circonstances. Oui, Picasso, c'était une collection aussi. L'auteur est enfermé dans un musée. Moi, c'était le musée Picasso. Et il passe une nuit dans ce musée et ensuite, il a carte blanche pour sortir un livre. C'est ce que j'ai fait. D'autres, j'ai évidemment mon parcours comme celui de tout un chacun. Un Léonard de Vinci, par exemple. Oui, mais évidemment, c'est impressionnant. On parlait de textes, d'écriture, de mes premiers émois sont venus de Baudelaire. Baudelaire, c'est pas a priori, mais à 14 ans, moi, quand je lis Baudelaire, je viens d'apprendre le français et là, je vois des mots, je ne comprends pas tout, c'est sulfureux, c'est bizarre, vraiment, bref. Et c'est excitant. Et voilà, moi, donc je peux citer évidemment beaucoup d'artistes qui m'ont formé, on va dire. Enki Bilal, racontez-nous un peu la naissance de votre prénom, parce que normalement c'est Enes Bilal.
Ouais. C'est un petit diminutif qu'on vous a donné. Vous savez qu'Enki, vous connaissez l'origine de ce nom. C'est le nom un dieu de ce sumérien. dieu sumérien, Oui. maître des eaux souterraines, de la sagesse aussi, des arts, de même la du magie. ciel. En fait, il est un peu dieu de partout, dieu de tout même. Est-ce que c'était prédestiné, ce prénom que vous portez? Écoutez, c'est tout simplement, vous l'avez dit, c'est un diminutif, alors qui ne diminue strictement rien, puisqu'il y a 4 lettres comme NS. NS, c'est mon prénom, qui est assez rare, mais c'est un prénom bosniaque, peut-être même qui vient de l'Empire ottoman, donc plus oriental. Et Enki, voilà, c'est ce que dans tous les pays de l'Est. Le diminutif est employé d'emblée par les parents. Enfin bon, il y a ce côté toujours très affectueux. Et donc Enki, c'est resté mon nom d'auteur, j'ai gardé. Et effectivement, j'ai su beaucoup plus tard que j'avais eu un illustre prédécesseur qui était ce dieu sumérien. Ouais. Ah oui, beaucoup plus tard, vous l'avez su. Bah oui, je ne savais pas à ce moment-là. Je parlais de l'évolution de votre œuvre. On disait, votre œuvre... Au départ, c'est vraiment dessinateur de BD, scénariste, chez Pilote, et puis ensuite, toutes les œuvres qu'on connaît. Là, il y a une évolution quand même de votre art ces dernières années. Vous allez de plus en plus vers l'écriture, moins vers le dessin, une œuvre plus réflexive, plus sombre. Est-ce que... Je ne sais pas si elle est plus sombre. Alors, plus vers l'écriture, oui, parce que je prends conscience d'abord du plaisir d'écrire, qui est en fait détaché de la mécanique traditionnelle de la bande dessinée. C'est au moment où je décide de m'éloigner de la bande dessinée traditionnelle que je trouvais quand même un peu coincé quand même dans une espèce de règle qui voulait qu'il y ait forcément un lien avec la nostalgie, avec l'enfance, etc. Donc je me libère en fait, y compris techniquement, je change ma façon de travailler. Et donc ça m'amène à jouer davantage avec l'écrit et les images, les deux se répondant. Et donc mais je ne pense pas que ce soit devenu pour autant plus sombre. Enfin, c'est un petit peu le cas de L'homme est un accident, puisque ça, c'est une de vos dernières œuvres écrites. Oui, mais alors ça, c'est une rencontre avec Adrien Rivière, qui est un jeune prodige de la communication et qui sait faire parler. Donc il a réussi à me... Ah oui, mais bien vous faire parler. Il a réussi. Ouais. Et ce sont vos propos effectivement retranscrits, Et avec son regard, sa vision, le lien avec ce que je suis en tant qu'être humain et auteur, artiste, et ce que je produis. Donc lui, il faisait ce lien aussi entre... il faisait un lien. Voilà, entre la création et très justement, on va en reparler d'ailleurs de ce livre. Il parle de vous comme quelqu'un de lucide, d'une extrême lucidité. L'homme est un accident, c'est un mot que vous avez choisi. Accident, vous savez d'où ça vient? Ce qui advient, c'est traduit du grec symbébékos, aller avec. Oui. C'est vraiment... ça va tout à fait bien. Et ça va avec une vision quand même pessimiste du monde. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sombre, quand même, où vous programmez la fin de l'humanité. Oui, mais ça, c'est presque il y aura fin de l'humanité forcément à un moment, je pense. Hein, ça fait partie d'ordre des choses. Mais pour bientôt, quand même, pour vous. Moi, j'ai fait genre provocation dans un siècle. J'ai dit, voilà. Un ou deux siècles. Oui, c'est bien, 2. Allez, 3. La fin de l'humanité est proche. Non, oui, mais je l'ai dit un peu par provoque, d'emblée. Tout comme le mot « l'homme est un accident », je l'ai dit à un moment dans notre discussion. C'est intéressant d'ailleurs, parce que je dis ça, et en disant, je me suis dit, voilà, c'est effectivement ce que je pense, et en même temps, en disant que c'est ce que je pense, je me disais, mais cette formule a tellement de sens possible. Ça pourrait être un devoir du bac, hein. L'homme est un accident. Ça le sera peut-être, Mais non, mais moi, je ne sais pas quel les profs qui axe nous entendent pour le prochain bac. Quel axe je prendrais pour le traiter. Et donc, je prononce ça, je me dis, ça me plaît, c'est vachement bien. Puis je l'oublie. Et c'est quelques temps plus tard, Adrien Rivière, donc je l'ai au téléphone, puis il me dit, tiens, en fait, on n'a pas de titre, mais il y a une phrase là, que j'ai bien aimée là-dedans, l'homme est un accident. Ah oui, c'est revenu. Et puis on va le garder comme titre de travail. Et puis je dis, mais non, on va le garder comme titre tout court. Et alors, c'est bien parce que la création, pour moi, c'est une création qui est réussie, entre guillemets, réussie, c'est une création qui est truffée d'accidents. Parce qu'une création, dans quel que soit le domaine, qui est programmée d'emblée dans tout son développement, dans toute sa
mesure qui est programmée et qui est visible par l'artiste, c'est une création qui n'ira pas au bout ou qui sera ratée. Donc il faut que dans le parcours, dans l'acte de créer, de peindre, d'écrire, de jouer de la musique, de composer, bref, sculpter, et il faut laisser arriver les accidents, les choses qui modifient, le chat qui va renverser le truc, l'encre de Chine, il faut garder peut-être la tâche, c'est peut-être pas plus mal sur son dessin. Et tout ça, ça fait partie de ces choses qui renforcent et qui sont des épreuves pour l'artiste au fur et à mesure qu'il crée. Et donc, il a une vision plus forte de ce qu'il veut atteindre ou essayer d'atteindre. On va continuer à parler de tout ça dans la deuxième partie de cette émission que vous connaissez. C'est la partie où je m'éclipse, je vous laisse dans la lumière et je pars dans l'ombre. Enki Bilal, en vous proposant 4 mots. À tout de suite. À tout de suite. Enki Bilal, ça va depuis tout à l'heure? Très bien. Je suis très bien accueilli, je me sens très bien ici. Tant mieux. Alors, je vous propose mon premier mot. C'est le mot rupture. Rupture, c'est un mot d'ailleurs qui a une rupture, elle est assez âpre comme ça, il sort, il est assez brutal en fait, et ça, pour moi la rupture c'est effectivement lié en tout cas à mon départ d'un pays vers un autre, donc j'ai 9 ans et demi, pas tout à fait 10, et je suis un peu, on est contraint, je dirais une partie de la famille, ma mère, ma sœur et moi, on est contraint de partir plus tôt que prévu pour Paris, rejoindre mon père qui était là depuis 4-5 ans déjà, voilà, en France. Donc la rupture, elle est là parce que c'est brutal, c'était quelque chose qui était un peu comme une épée de Damoclès, on se disait voilà, ça va arriver, mais on n'y croit pas quand on est gamin, je pense, on se dit voilà, c'est pas pour tout de suite. Et puis à un moment donné, c'est la réalité, et donc c'est très brutal, parce qu'il faut faire ses bagages, il faut couper avec ses copains, avec surtout en plus partir avec la peur de l'inconnu. La rupture de la Yougoslavie, rappelons-le. Oui. Voilà, c'est ça, la Yougoslavie, Belgrade, et donc, oui, c'était la Yougoslavie à cette époque encore. À l'époque, oui, de Tito. Donc rompre avec Tito. Dont mon père avait été tailleur. Donc c'est ça, c'est un peu compliqué tout ça, parce qu'il y avait un lien aussi entre mon père et Tito, et la Yougoslavie, et la Seconde Guerre mondiale, puisque mon père s'était battu aux côtés de Tito contre les nazis. Donc tout ça, c'est brutal, parce que ça arrive alors que ça n'était pas tout à fait prévu que ça arrive aussitôt. Bref. Et donc voilà, c'est cette rupture qui va me marquer profondément, parce que le voyage sera long, en train, bref, tout ça c'est... Puis voilà, arriver dans un autre pays, un autre monde, une autre culture, une autre langue. Voilà, donc rupture c'est ça. Pour moi c'est changement de pays, et donc de changement de... Radical. Radical, changement d'échelle aussi, hein, parce que Belgrade, la Yougoslavie, c'est pas grand, et la France, Paris, tout ça, c'est immense. Voilà. Mais je ne regrette pas la rupture aujourd'hui, bien sûr. Vous avez complètement épousé la langue française, tout de suite d'ailleurs. Vous étiez même très vite meilleur que les autres de votre classe. Ma sœur et moi, tous les deux, on était bons, parce que je pense qu'on se soutenait l'un l'autre, on répétait ensemble, on travaillait ensemble nos leçons. Hein. Et ça, c'était tout simplement alors ça, c'était le vœu de mon père. Il dit, voilà, je veux que vous intégriez, que vous parliez français, que vous deveniez des petits Français. Alors nous, on obéissait. Et puis en même temps, on se sent assez fragile quand on est comme ça, réfugié politique, migrant, dans un pays qu'on ne connaît pas. Mais assez rapidement, je dois dire qu'on trouve des réponses pleines de générosité, de bienveillance. Et donc ça nous aide. Et puis tout d'un coup, il y a cet emballage qui se crée avec le plaisir de cette langue, que je prends plaisir à manier, manipuler, écrire. Tout ça, ça fait partie aussi d'un déclic qui va m'aider par la suite pour devenir ce que je suis. Je pense vraiment, je me suis appuyé très fortement sur la langue. Et puis en plus, alors je découvre, évidemment en France très rapidement, je me fais des camarades, et l'un d'entre eux est fou de bande dessinée, donc il m'apporte tous les jours quasiment. Il avait des collections énormes de Spirou, de Tintin, de Pilote.
donc tous ces hebdomadaires très importants et qui ont fondé la bande dessinée franco-belge. Hein. Et donc voilà, je me dis, mais moi je dessinais déjà. Hein, déjà à Belgrade, je dessinais et on disait que j'avais... Le patron était René Goscinny. Oui, nous avons reçu le pilote, la fille, Anne Goscinny, ouais. Il n'y a pas si longtemps. Exact. Bah, écoutez, voilà. Anne qui continue l'œuvre de son père avec beaucoup de force, hein, je trouve que c'est très réussi. Donc tout ça, c'est... Voilà. Et Goscinny sera un de mes interlocuteurs au début. C'est lui qui me permettra de publier ma première histoire. On parle de rupture. Rupture, ça fait aussi penser à clivage. Parlons de vos origines, justement. Vous avez un père bosniaque, musulman, et une maman tchèque, catholique. Il n'y a pas forcément une rupture, il n'y a pas eu de rupture entre eux. Alors vous imaginez le couple aujourd'hui, j'aimerais bien avoir un couple aujourd'hui de ce type-là. Écoutez, non, il n'y a pas eu de... Alors il y a eu rupture entre eux bien avant, enfin bon, sur tout un tas de plans, mais pas sur celui-là, assez curieusement. Chacun avait... En plus, parce que je pense qu'aucun des deux ne pratiquait sa religion. Donc ils étaient issus comme ça, et culturellement, et de deux religions très différentes, mais il y a une espèce de statu quo sur cette question, et il y a eu des engueulades importantes, mais ce n'était pas sur ça. Donc c'est pour dire simplement que ça m'a permis à ma sœur et à moi d'ailleurs, mais je parle évidemment en mon nom, ça m'a permis d'être intrigué par le fait religieux. Je suis en France, par exemple, donc depuis très peu de temps, et je joue au foot à la place de l'église de la Garenne-Colombe, et tout d'un coup, c'est un jour, je vois plein de petits-enfants de mon âge, avec des robes blanches, etc. Ben, c'est la communion. Donc j'apprends, je vois tout ça, et je trouve que l'aspect religieux est quelque chose ça ne me manque pas, mais je me dis qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est ce qui fera que toujours aujourd'hui encore, je suis fasciné et en grand respect de tout ce qui est lié au culte, les lieux de culte, par exemple, les églises, les cathédrales. J'aime les traversées orthodoxes, juives, les synagogues, les mosquées. Tout ça, c'est quelque chose qui fait partie d'une forme de noblesse de l'esprit et de l'âme. Jusqu'au moment où ça dérape. Alors voilà, après, le dérapage, j'aime beaucoup moins. Mais en tout cas, tout ce qui est dans cette espèce de représentation, il y a quelque chose qui continue à me fasciner. Et effectivement, avec l'idée de l'inquiétude qui peut sourdre et apparaître très très vite dès qu'il y a dévoiement de ce qu'on peut imaginer être la base, la pureté de la religion. Ça, c'est pour la religion. C'est vrai que le mot rupture apparaît dans votre livre concernant la rupture du numérique, la rupture civilisationnelle. Oui. La rupture, c'est important dans tout. Alors, il y a des ruptures à tous les niveaux, dans la vie amoureuse, mais la rupture, quand parfois elle est nécessaire, elle est souhaitable. Je pense que c'est. Mais ce qui est bien, c'est d'en être l'organisateur, d'en être l'auteur réfléchi. Ou pas, ou c'est l'accident. Ou c'est l'accident. Non, mais voyez, tout se tient. Tout se tient. Deuxième mot, Enki Bilal, intuition. 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 Vous marchez beaucoup à l'intuition, je crois. Oui, absolument. Là aussi, je pense que c'est quelque chose qui est... Alors ça, l'intuition nécessite quelque chose d'important, c'est une forme de confiance en soi. Et dans le domaine de la création, dans le domaine... c'est plutôt ça, d'ailleurs, qui m'importe, évidemment. L'intuition, d'ailleurs, c'est un mot qui... Souvent, on peut me dire, vous êtes pessimiste, ou vous êtes sombre, vous voyez l'avenir de manière catastrophique. Non, pas du tout, il y a une intuition. L'intuition peut, effectivement, m'amener à avoir des visions. Et à ce moment-là, le mot intuition vient rejoindre une forme de lucidité. Voilà, l'intuition s'appuie sur la lucidité, et c'est ce qui me permet d'imaginer un futur qui peut paraître sombre, mais qui en plus, il y a une forme de filiation, une logique
assumé avec les deux autres temporalités. Il y a le futur dont je parle, mais ce futur repose sur la compréhension du présent, la conscience du présent, et sur la mémoire et sur l'analyse du passé. Donc voilà, ces trois temporalités sont importantes et j'y laisse mon intuition en liberté, voilà, dans cette zone qui est devant. Entre anticipation et prémonition. Vous avez eu beaucoup de prémonitions, dans la foire aux immortels par exemple. Vous aviez une prémonition sur ces épidémies, cette épidémie que nous avons vécue, ensuite le Covid. Dans la partie de chasse en 83, vous évoquez la fin du communisme. Dans le sommeil du monstre en 98, c'est l'explosion d'une tour dans une mégapole. On pense bien sûr au 11 septembre qui adviendra 3 ans plus tard. Alors, c'est pas prémonition, non, je pense pas. Je pense pas. C'est plus, c'est de l'intuition après analyse de ces trois éléments du temps que je viens de citer. Je prendrais par exemple, la fin du communisme, c'est avec Pierre Christin, partie de chasse. On l'a vu venir, quoi, à un moment, en discutant, en voyant ce qui se passe. C'était relativement prévisible quand même, avec notamment Solidarność, je me souviens, ce syndicat avec Lech Walesa, polonais, sa moustache. Gdansk. Gdansk, exactement, la ville imprononçable pour un Français. Oui. Mais en tout cas, je parlerais plutôt du sommeil du monstre, qui est là, c'était plus alors là, lié à l'obscurantisme religieux. Donc là, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment réfléchi. J'ai pensé qu'à un moment donné, ça pouvait déboucher sur un affrontement politico-religieux. Donc c'est comme ça que j'ai imaginé, malheureusement, ces deux tours à New York, ces symboles à New York, et même Paris était attaqué dans le sommeil du monstre, avec la tour Eiffel. Mais la tour Eiffel avait été ciblée à un moment par des terroristes. Ça a été déjoué, heureusement. Donc je dirais que là, l'intuition, avec la compréhension, peut-être l'analyse du présent et du passé, m'a amené à imaginer un futur qui serait lié à l'affrontement spirituel religieux. Voilà. Mais quelqu'un d'autre l'a dit. Est-ce que c'est Malraux ou pas? On dit toujours que Malraux aurait dit le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je ne sais pas si c'est... Après, on me dit que ce n'est pas forcément lui. Mais en tout cas, il y a eu un peu de ça dans cette vision. Dans cette vision, c'est la deuxième fois que vous employez ce terme. Vous employez aussi dans votre livre « L'homme est un accident » le mot intuition, on en parlait, la fin de l'humanité s'installe en moi comme une intuition du présent, et le mot révélation, apocalypse. Oui. Il n'y a rien de religieux, de spirituel là-dedans. C'est marrant parce que le mot apocalypse, je sais, j'en connais les origines, mais pour moi, apocalypse, c'est une espèce de comment dire, de déboucher sur la violence, sur l'horreur absolue, sur la fin de quelque chose, sur l'effondrement, etc. Ce que ça veut dire en soi aussi, mais ce n'est pas les origines. Donc c'est un mot que j'emploie relativement peu. On me l'attribue souvent en disant monde post-apocalyptique, par exemple, ce que je ne crois pas. Par exemple, dans Coup de sang, qui est une série qui parle précisément de ce qu'on pourrait imaginer être une apocalypse qui débouche sur un monde où des survivants essaient de retrouver un Eldorado et de survivre. Je refuse ce mot d'apocalypse puisque c'est la planète, pour moi, qui, en être vivant, décide à un moment donné de se débarrasser d'une partie de l'humanité pour remettre à l'épreuve peut-être ce qu'il en reste. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Là, vous changez, vous en gardez quand même quelques-uns de cette humanité. Oui, mais bien sûr. Et je ne dis pas pourquoi. Je ne montre pas la violence. Donc l'apocalypse, je ne la montre pas. En fait, je suis dans l'idée du western. C'est un peu ça le truc. Comment dire, l'introduction est écrite, c'est des mots. Et elle dit simplement, voilà, les villes, tout est recomposé, l'humanité est dévastée, oui, d'accord. Et donc, des survivants tentent de retrouver le sens
d'une vie, d'un Eldorado, etc. Et Eldorado, c'est un terme de western. Et donc, pour moi, cette histoire post-apocalyptique, qui n'en est pas une pour moi, est l'histoire de l'humanité, de la mémoire, à savoir la mise à l'épreuve. Peut-être aussi, c'est lié à la transmission. Et comme par hasard, aujourd'hui, on se rend compte que la faiblesse de beaucoup de fondements de notre société, que ce soit l'éducation nationale, etc. Et cette faiblesse, elle est liée au manque de transmission. Donc la transmission, donc par la mémoire, est quelque chose d'essentiel. Et je pense que c'est ça qui doit pouvoir sauver l'humanité. Voilà. Ou ce qu'il en reste. Oui. Mais non, là, je parle plus globalement, en dehors de cette série de coups de sang. Peut-être quand je dis l'humanité en a pour un siècle ou deux, si on prend conscience de la puissance de notre mémoire, de la transmission, du coup, ça implique la solidarité, un humanisme pur, à ce moment-là, on peut durer plus longtemps. On peut durer plus longtemps grâce à la mémoire. On va continuer un peu sur les mêmes thématiques, Enki Bilal, avec ce troisième mot qui fleure bon la postmodernité, le mot hybridation. Ouais. Alors, hybridation, c'est un mot que j'aime bien. Voilà, je trouve qu'il... Moi, je pense qu'il y a toujours une part de séduction dans les mots. Les mots doivent séduire. Avant de séduire par leur sens, ils doivent aussi séduire par leur configuration, leur sonorité, leur orthographe. Là, j'aime bien le H, Y, BR, hybre. Il y a quelque chose d'assez intriguant. Et souvent, ces lettres-là dans les prénoms de vos personnages. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Des contractions. Il y a peu de voyelles, hein, j'ai l'impression. Et en tout cas, hybridation, en fait, c'est le champ des possibles en termes d'art et de création. Je trouve que c'est très important. L'hybridation, c'est ce qui permet de se détacher du réel et de la réalité, et même du réalisme, forcément. Je ne dis pas que le réel, je le vis. La réalité, je l'essaie de la comprendre, de la voir. En tout cas, j'essaie de la déceler et d'être honnête intellectuellement par rapport à ce que je vois. Ce qui manque beaucoup dans le champ politique aujourd'hui, hein, je fais cette parenthèse. Donc, c'est quelque chose qui a du sens. Mais sur le plan de la création, ce sont des matières qui sont nobles comme point de départ, mais pas comme simple champ d'investigation et de labour. Voilà le genre de truc on va essayer de labourer le réel et raconter le réel dans tous les sens. Ça ne m'intéresse pas. Donc l'hybridation, elle est là pour aider à transformer ce réel, cette réalité, et lui amener une autre dimension qui amène sans doute, pour moi, peut-être à plus d'efficacité dans le questionnement, dans la perception pour celui qui lit, regarde ou reçoit l'œuvre, et qui donc, je pense, a plus d'impact. Alors, il faut être conscient que cette hybridation, elle parle du réel, mais si on en est conscient, je pense qu'on pose davantage des bonnes questions. Parce que concrètement, l'hybridation, ça nous concerne aujourd'hui. Ça peut être dans votre œuvre, ça peut être des cyborgs, mais ça peut être aussi bien l'écriture inclusive d'une certaine façon, à laquelle vous ne souscrivez pas. Je pas par idéologie, mais justement, en fait, ce qui me gêne beaucoup dans l'écriture inclusive, c'est l'idéologie. Voilà. Dès qu'il y a une idéologie quelque part, je trouve que c'est suspect. Et je me méfie des idéologies, réellement. J'ai pris, je pense, suffisamment de recul maintenant pour essayer de juger par moi-même. Je n'ai pas besoin qu'une doctrine politique ou idéologique vienne me dicter ma pensée. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui me déplaît dans l'écriture inclusive, c'est ce côté très idéologique. Buté, en fait, c'est quelque chose de totalement fermé, alors que la langue, par définition, elle est ouverte. Moi, je suis pour que le français soit métissé avec d'autres mots. Je ne suis pas du tout réactionnaire, parce que dès que vous dites ça, on dit vous êtes réac, mais absolument pas, au contraire. Moi, je suis pour que la langue continue de se métisser. J'aime bien mêler l'anglais, le français, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais ce qui me gêne là, en plus, c'est laid. Il y a une laideur dans la présentation même de l'écriture. Est-ce qu'il y a un sens à l'hybridation? Parce que l'hybridation, c'est l'homme-machine, c'est l'homme-animal, c'est le clonage. C'est tout. C'est inquiétant. Ah oui, bien sûr.
Mais ça peut être très, au contraire, très, très positif. Ça peut être très, très, très ouvert, très, très poétique. L'hybridation, on peut. C'est pas systématiquement sombre ni négatif. Hein. C'est comme les inventions. Les inventions, ce sont des formes d'hybridation aussi de l'esprit sur quelque chose de réel. Une machine qui existe, on la transforme, on l'hybridifie. Voilà, on l'hybridifie, je pense, et elle devient autre chose. Donc, alors, il y a toujours à ce moment-là la ligne de crête, où ça passe d'un côté ou de l'autre, du côté du bien ou du côté du mal. Ça, c'est le principe des inventions de l'humain. Mais donc, c'est pas systématiquement négatif. L'hybridation en art, ça peut être quelque chose, au contraire, qui ouvre et qui va toucher le regard, parce que ça, vraiment, ça va montrer. L'art, en fait, est là pour montrer quelque chose qu'on ne voit pas, ou que d'autres ne voient pas. Voilà, c'est la vision d'un artiste. Ou ça peut être un courant artistique aussi. Je veux dire, il y a pas Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui passe par l'hybridation. Artistiquement, mais dans le réel, on commence à toucher du doigt toutes ces problématiques-là. L'intelligence artificielle, Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a à peu près un an, Elon Musk et d'autres experts, comme vous le savez, ont demandé une pause dans le développement de l'intelligence artificielle pour les risques qu'elle peut présenter. Il y a une espèce comment dire, d'angoisse devant la puissance de la machine qu'on a créée simplement en la gavant d'un maximum d'informations. Le maximum d'informations, en l'occurrence, étant des livres créés par d'autres, par l'humain. C'est-à-dire que toute la matière imaginée, créée par l'être humain, et tout d'un coup passe dans une machine qui va vous en faire une espèce de ressucée, mais efficace, froide. Donc c'est fascinant, c'est exceptionnel. Donc bravo l'être humain, mais attention, intelligence artificielle, attention à ce que l'artifice ne devienne pas, donc toujours le fameux thème. Et on dit tout simplement les machines vont prendre le pouvoir, parce qu'à un moment donné, ils vont ressentir. Donc, elles vont avoir des sentiments. Donc, on est dans des grands thèmes de science-fiction, mais ce qui est très étrange, c'est qu'on n'a pas vu arriver la réalité. Moi, personnellement, je connaissais ces thématiques depuis longtemps, et je me réveille quand même en disant, mais c'est déjà là. Voilà. Ça, c'est perturbant, faut être vigilant. Ça veut dire aussi qu'un nouveau monde est en train d'apparaître. Et je pensais à ça, d'ailleurs, au moment de cette longue période sur les retraites, la crise terrible que la société française a traversée à cause des retraites. On parlait d'âge de retraite, on parlait d'heures de travail, on parlait de... Mais est-ce que les gens, mais y compris les politiques, qui ont passé du temps à se bagarrer là-dessus, est-ce qu'ils savent tout simplement que dans quelques années, simplement, beaucoup de métiers vont disparaître, de nouveaux vont apparaître, et ces nouveaux métiers vont être pratiqués de plus en plus de manière épisodique par des gens qui vont se croiser, qui vont aller faire d'autres expériences ailleurs, et ainsi de suite. Donc comment gérer une retraite dans un monde comme celui-là? Il faut tout remettre à plat. Quatrième et dernier mot, Enki Bilal, c'est passionnant. C'est le mot providence. Je pense d'abord à un film d'Alain Resnais, c'est marrant. Parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, de devenir son ami, on a travaillé ensemble, il m'a fait... Voilà, donc Providence, film d'Alain Resnais. Alors Providence, je suis surpris de ce choix d'ailleurs. Est-ce que j'ai déjà employé ce mot? Non. Voilà, bien joué. Donc je sais quand même, je connais les mots que j'emploie. Alors Providence, c'est un mot qui me laisse un peu perplexe. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, voilà, tout simplement. Alors c'est moi on est séparés, donc c'est moi qui vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est pour vous la Providence? Qu'est-ce que c'est pour moi la providence? C'est difficile, non? C'est difficile. Moi, j'ai pas les outils pour expliquer le sens de ce mot, qui est un très beau mot. Alors, je parlais d'esthétique des mots tout à l'heure. Providence, c'est quelque chose de providentiel, quelque chose de beau, d'ouvert, doux. Il y a une forme de douceur. Après les mots qui ont précédé, évidemment, c'est un mot qui fait du bien. Mais c'est peut-être très bien qu'il soit insaisissable. J'arrive pas à le saisir.
je vois bien dans quel contexte il peut être employé, dans quelle phrase il peut être utilisé. Mais c'est en même temps un mot qui est au-delà des... Comme ça que je sens. C'est un mot une forme d'espoir ou d'imploration. Je ne sais pas comment dire. Je tourne autour, mais je n'arrive pas à le saisir. Je vous propose un autre mot, le mot espérance. Ça vous parle davantage? Bien sûr, bien sûr. Oui. Bah oui. Alors l'espérance, la providence, l'espérance peut déboucher sur la providence peut-être. Je mettrai l'espérance avant la providence. L'espérance, c'est lié pour moi, c'est lié à l'humain, à l'humanisme. C'est un refuge en même temps qui peut réunir les humains pour essayer de traverser des zones, des moments difficiles. Par exemple, on aurait besoin aujourd'hui de providence. Et je ne parle pas de la société française ou européenne, seulement mondiale, on va dire. Ça serait peut-être pas mal qu'il y ait une providence. Alors, je vois bien où on va aller, on peut s'élever, évidemment. Et l'espérance, on va espérer qu'il y ait de la providence. Mais l'espérance, c'est plus dans les gènes de l'humain. C'est ce qui fait qu'on se relève après un choc, après un accident, après une maladie. On a ce mot-là qui peut aider pour diverses raisons, que ce soit la foi, religieuse, spirituelle ou d'autres choses plus personnelles. Croire en soi, déjà, c'est pas mal. Tout à l'heure, il y avait lumière intérieure, là, avant que vous ne déclenchiez le mot l'interrogatoire. C'est le nom de l'émission. C'est beau, la lumière intérieure aussi. Et donc, la lumière intérieure, ça peut être un truc totalement personnel, totalement intime, et qui peut vous aider à avoir l'espérance et de croire en la providence, par exemple. Alors, sur ces beaux mots, ce beau mot de l'espérance, dans votre livre « L'homme est un accident », Adrien Rivière revient sur des propos de Georges Bernanos, l'écrivain chrétien, qui sont assez beaux. Vous les avez sans doute lus. L'optimisme est un ersatz de l'espérance, mais l'espérance se conquiert. On ne va pas jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts et d'une longue patience. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Georges Bernanos. Oui, c'est très, très, très beau. Effectivement, c'est empreint de religiosité au sens profond du terme. Et effectivement, ça se mérite, ça s'obtient, au prix sans doute d'un combat, l'espérance. Mais je savais pas comme ça nettement qu'il était chrétien. Maintenant, c'est évident, oui. Bernanos. Vous le saviez pas? Il a souvent travaillé justement sur les rapports entre le bien et le mal. J'avais pas fait le lien comme ça avec la religion, en tout cas. C'est intéressant en parallèle de votre œuvre aussi, puisqu'il a travaillé les rapports entre le bien et le mal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, le créateur? Y a-t-il un créateur avec un grand C? Alors, bonne question. C'est très. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais agnostique, ou je ne vous l'ai pas dit, je ne sais pas. J'ai été très longtemps athée. Et puis sans doute peut-être ce respect dont je parlais pour les lieux de culte, pour les gens qui croient de manière sincère et qui m'a fait un peu. Et puis je pense aussi la tentative de comprendre l'univers, etc. Et puis le temps qui passe, ça c'est indéniable, ça joue aussi sans doute. Alors, créateur, je m'intéresse, je disais tout à l'heure, à l'espace, à l'astronomie, à la cosmologie.
le Big Bang, alors qu'est-ce que c'est tout ça, le Big Bang, avant le Big Bang, qui déclenche ça, etc. C'est des questions qui sont vertigineuses, c'est des abysses de questions sans fin, l'univers en expansion. Donc il est en temps expansion, donc ça veut dire que la réponse nous échappe, qu'il faut aller vraiment à l'origine. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ce grand éclatement comme ça, avant qu'il n'y ait évidemment la pensée humaine, le cerveau humain, pour essayer pas de rationaliser, mais essayer de comprendre et peut-être de construire. C'est peut-être là, c'est au moment de cette construction, savoir quelle est la part de l'imaginaire ou quelle est la part du réel, si on peut parler de réel à ce moment-là. Donc on est dans l'inconnu absolument total. Donc j'arrive pas à penser qu'il y ait un créateur. Il peut y avoir mais l'étincelle, ou alors l'étincelle, elle est le créateur. Alors est-ce que c'est ça qui est absolument vertigineux, c'est que comment on peut pas imaginer l'avant de l'étincelle. C'est un peu ça, comment imaginer l'avant de l'étincelle. Donc voilà, les religions, elles sont là pour proposer des pistes. Et donc moi je les respecte, je les regarde, je les vois prendre, selon les époques, les périodes, plus ou moins d'importance. Souvent, parfois, d'ailleurs c'est étrange, l'homme, scientifiquement on évolue, la connaissance progresse à tous les niveaux, et bizarrement on a l'impression aussi que les questionnements s'accroissent sur ce thème-là, et que finalement le religieux redevient quelque chose de primordial, presque. Donc c'est très étrange. Je ne dis pas que c'est une régression, parce que je pense que c'est un besoin, c'est un manque qui est comblé. Mais donc à la fois on progresse, et à la fois alors, pas sur le plan des religions, mais je voulais faire un lien avec la culture. Sur le plan culturel, on régresse. C'est-à-dire on progresse à tous les niveaux, technologiques, le cerveau, la connaissance, la médecine, etc. Et en même temps, curieusement, la culture régresse. Voilà. Donc et dans le religieux, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est comme si finalement la science avait besoin d'un contrepoids qui soit spirituel. Voilà. Que les faits ne soient pas simplement que le réel, froid, glacé, des chiffres, de la mécanique, de la physique, de la chimie, etc., qu'il y ait quelque chose pour contrebalancer. Alors, je ne sais pas. Proposition pour contre... La discussion, enfin, c'est sans fin, et j'ai l'impression de parler avec moi-même, là, et je sais que et puis selon les moments, on peut croire plus ou pas, même quand on est agnostique, au fait qu'il y a forcément quelque chose. Comme on dit, c'est ce truc qui ne veut rien dire, mais qui est une forme d'aveu de défaite. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Vous faites le pari pascalien un petit peu. Vous dites ça, oui. La religion, c'est aussi peut-être pour affronter la peur de la mort. Ça, c'est certain. Ça, je pense que oui. Dans beaucoup de cas, c'est ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus que ça, évidemment. Mais dans beaucoup de cas, c'est ça. Et notamment, alors ça, dans l'aspect très dévoyé du religieux, qui sont les sectes ou les trucs un peu qui ont pullulé et qui pullulent. Là, on est effectivement face à des... Oui. Mais en même temps, même de manière tout à fait, je dirais, noble, quelqu'un de croyant, quelle que soit sa religion, des trois monothéismes ou même autres, face à la mort, je comprends parfaitement qu'il ait eu besoin de cet accompagnement intellectuel, quasiment, pour se préparer, pour penser effectivement à ce passage. De cette transcendance. Oui. Et de cette espérance. Voilà. Non, mais on revient. C'est le mot. Mais non, mais la bien boucle sûr. est bouclée. Mais c'est pour ça que j'avais du mal à les saisir, ces mots-là. Je reviens vers vous pour la fin de l'émission. À tout de suite, Enki Bilal. D'accord. Enki Bilal, je suis de nouveau en face de vous pour la fin de cette émission. Alors,
Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Non, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Non, voilà, j'étais sur une forme de désarroi, et c'est bien d'être en désarroi face au sens des mots, hein, donc Providence notamment. Non, j'aime l'expérience, c'est intéressant, oui, c'est ce que je... Il y a un mot que vous avez particulièrement apprécié, qui résonnait davantage pour vous? Ou par exemple, je vous ai proposé univers. Non, j'aurais pu. Oui. Intuition, hybridation et rupture. Oui, rupture, forcément. Rupture, c'est presque factuel pour moi. Et intuition, j'aime bien ça, ce terme, il est important pour moi. Mais il mène à tout, hein. Il mène aussi à l'espérance et à la... Non, il mène à tout, finalement. Donc l'intuition, c'est un truc tellement central, je pense qu'il faut l'avoir. C'est quelque chose de bien précieux de l'avoir. Et cette espérance, elle est fluctuante, un peu comme on l'a ressenti? Oui, forcément, là, oui. Vous partez quand même avec ce pari, avoir confiance, la providence. Oui, oui, c'est fluctuant, mais tout, bien sûr, bien sûr. Il faut savoir ne pas... Alors c'est ça aussi, la fragilité de l'humain, c'est essayer d'être fort dans des moments où, effectivement, le sol se dérobe un peu. Il faut essayer de s'accrocher à cette idée. Alors effectivement, moi je veux bien dire que, par exemple, moi j'ai traversé ma vie en m'accrochant à l'espérance, d'une certaine façon. Mais c'est une espérance très personnelle, qui est liée à la lumière intérieure. C'est marrant. Qui est celle qui me fait avancer, en fait. Mais alors c'est très étrange, parce qu'à ce moment-là, je pourrais dire, ben oui, mais elle est reliée avec... Non, a priori non. Donc j'ai l'impression qu'elle est intérieure et qu'elle reste intérieure. Et qu'elle ne s'éteint pas, donc, pour l'instant. Et elle ressemble à quoi, cette lumière intérieure? Pour vous, chez vous, en vous? Je sais pas, c'est ma façon peut-être d'avancer, c'est une lumière de guidance? De traverser le temps déjà, d'avoir une forme de... alors, je vais employer le mettre entre guillemets de foi, FOI, dans ce que j'ai envie d'entreprendre. J'hésite peu dans mes choix, en fait. C'est quelque chose qui me... J'hésite pas, je suis jamais en train de... Je décide très vite, mes choix sont... Alors c'est peut-être qu'ils viennent de là, de cette espèce de foi intérieure qui me dit... va vers ça, oui c'est ça, hein, choisis ça, je choisis toujours très vite, je ne suis pas dans la décision. Et en art c'est important aussi. Vous avez justement l'intuition que vous êtes guidé dans vos choix? Voilà, c'est ça, en fait, tout se relie. Finalement, tous les mots là, que vous m'avez servi, ils sont reliés, hein, finalement. Ils ont tous à voir les uns avec les autres, et on peut dire tout à fait vous avez fait un portrait à travers ces mots de moi, finalement. Moi, j'aurais jamais pu le faire, personnellement. Moi les mots qui me collent à la peau ou que j'aime, je ne me pose pas la question de savoir lesquels ils sont. Donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant, une émission comme ça aussi. Et on a besoin de ce qu'on disait tout à l'heure, l'espérance, la providence. On reste sur ces mots. Merci. Hein. Bien là, dans lumière intérieure, avec une lumière intérieure. Merci infiniment de votre présence. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir cette émission, vous connaissez l'adresse ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Merci infiniment. Merci.